Bonjour et merci à tous d'être là. Je me présente, Chantal Racine, conseillère pédagogique du Collège Annecy, responsable de la formation scientifique dans plusieurs programmes, dont celui de chimie analytique. J'ai avec moi aujourd'hui deux invités spéciaux qui sont là pour discuter de chimie en cette année du 150e anniversaire du tableau périodique. D'abord, Pierre-André Renaud, étudiant en technique de laboratoire. Bonjour. Peut-être ouvrir le micro. C'est bon? Bonjour Chantal. Bonjour Pierre-André. Pierre-André, tu es enseigne depuis quand? C'est pas ton premier cégep, non? Non, moi j'ai fait un retour aux études en 2016. Donc je suis allé aux adultes au Centre Champlain. Et ensuite, dans un palmarès des jobs les plus en vue au Québec, biotech et chimie analytique sont sortis. Donc, j'ai fait le choix de venir faire la technique au Cégep Antique. Ah, ben c'est cool. Merci beaucoup. Et notre deuxième invité, notre vedette, Yannick Bergeron. Yannick, vraiment, on est très honorés que tu sois avec nous aujourd'hui. Surtout que tu as un horaire très chargé, même que cet après-midi, à 2h, tu nous fais une belle conférence sur la magie de la chimie. Vous allez être là, hein, tout le monde, cet après-midi, à la magie de la chimie? Oui. Les profs sont là. Youpi! Oui, les profs sont toujours au rendez-vous. Yeah. Alors, oui, merci Yannick d'être là. Et Pierre-André, il y a quelques questions pour toi. Es-tu prêt? Ben oui, je suis prêt. Moi, j'ai hâte d'entendre ce qu'un étudiant en chimie analytique va dire à un vieux prof comme moi. OK, ben vas-y, Pierre-André. Je t'écoute. Ouais, super. Bon, Yannick, tu es derrière la création d'expérience du magazine des débrouillards depuis plus de 20 ans. Attends une minute. Ouais. T'as enlevé ça, là. Tire dessus. Vas-y. Bon, là, regarde, on met ça à terre. OK, parfait. Ah, ça va être mieux. Parfait. Donc, vous êtes derrière la création d'expérience du magazine des débrouillards depuis plus de 20 ans. Ouais. Et vous faites des conférences avec les jeunes depuis plus de 25 ans. Voyez-vous au fil du temps une évolution de l'intérêt qu'ont les jeunes pour la science? Ah, l'intérêt pour la science. Ouais, ça, c'est toujours une bonne question parce qu'évidemment, comme ça fait plus de 20 ans que j'écris dans le magazine, 25 ans que j'étais avec les jeunes, j'ai jamais vu de baisse. Tout ce que j'ai vu, en réalité, c'est que l'intérêt est là, mais c'est en vieillissant que ça change. Quand tu es petit, tu es facilement impressionnable. On peut te présenter une expérience. Les yeux, les 5 sens sont vraiment présents. Tu tripes, tu vois quelque chose qui est impressionnant. Tu n'as pas beaucoup de connaissances, fait que tu es facilement influençable parce qu'on va te présenter. Fait que les sciences, dès le jeune âge, c'est quelque chose qui est mystérieux. C'est comme un peu un monde spirituel. Tu ne sais pas à quoi t'attendre. Les atomes, les molécules, les mots compliqués, tu connais pas ça, mais ça t'intrigue. Et là, tranquillement, pas vite, tu vieillis. Et là, tu fais des cours au secondaire, des cours au cégep, des cours à l'université qui se complexifient et ça devient de plus en plus difficile. Alors, l'intérêt, des fois, diminue parce que tu te rends compte que dans d'autres programmes, c'est plus facile que d'aller en sciences. En sciences, il faut que tu l'imagines dans ta tête. Il faut que ton imagination soit débordante parce que faut que tu te dises, OK, il y a eu un scientifique qui a inventé un modèle atomique et il faut que je me fasse une idée de ça. Et cette idée de ça, c'est pas toujours évident pour les jeunes qui sont autour de nous. Donc, l'intérêt, des fois, quand ça se complexifie, puis qu'on rajoute les maths, puis qu'on rajoute la physique dans la chimie, puis qu'on met de la chimie dans la physique, puis qu'on met de la physique en biologie, puis de la biologie, ça devient très complexe. Et à ce moment-là, des fois, l'intérêt perd un peu. Et surtout qu'on se dit, ben pourquoi que je continuerai dans ce domaine-là? C'est à cause d'une passion. Donc, il faut que dès le jeune âge, l'intérêt soit associé avec une passion. Et là, à ce moment-là, la connexion va se faire. Et moi, c'était mon cas, parce que jamais de la vie, mon cher, je me suis en allé en sciences. Moi, j'étais un gars d'art. J'ai fait de l'art plastique, de l'art dramatique, de la musique, puis de la danse. Mais à un moment donné, il y a une passion pour les sciences qui est apparue à cause du... je te l'expliquerai tantôt. Fait que voilà, continue à me poser des questions. Bien, super. En fait, de ce que vous me l'expliquez, est-ce que vous voyez quelque chose qui accroche les gens qui, normalement, n'y étaient pas accrochés dès le départ? Et là, est-ce que encore moins vers la chimie, et là, ils changent de perspective. Est-ce que ça, vous le voyez? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, selon vous, accroche les gens qui, normalement, ne sont pas accrochés par la science? Bien, écoute, je vais te le dire comme j'ai terminé mon ancienne réponse. Ce qui va définir l'intérêt des enfants, c'est la passion. Si tu as un manque de passion, tu ne pourras pas y aller en sciences parce qu'il faut vraiment que tu mettes tes tripes en sciences pour aimer ça. Tu sais, j'ai amené mon petit tableau périodique ici pour souligner les 150 années. Là. Je le traîne avec moi. Là. Puis quand je le regarde, ça suscite là, de la passion de tous ceux qui sont autour de moi. Tu as les éléments du tableau périodique Ils sont dedans. Là. Tu sais, c'est le fun. Là. Tu sais, je trouve ça le fun. Mais en même temps, il faut que tu te dises, bien, tout ça, là, ça a un but. Ça a
ça a une finalité quelque part. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que je parle de passion, mais c'est aussi, il faut que tu te dises, il faut que j'apprenne à comprendre ce qui m'arrive. Donc, il faut que j'aie des profs qui, pendant mon cheminement scolaire, m'ont montré des choses qui étaient passionnantes. Je vais te donner un exemple. OK? Tu peux parler de structure de Lewis. Tu peux parler de stoichiométrie. Ça, c'est horrible, la stoichiométrie. Il n'y a personne qui comprend ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un rapport de deux nombres, c'est tout. Mais dans leur tête, c'est compliqué. Le mot fait des l'urticaire. Il fait peur. Mais il fait peur. Et en même temps, tu vas avoir structure de Lewis, tu vas avoir balancement des équations, tu vas avoir plein de choses comme ça. Mais si tu trouvais une façon de prendre cette théorie-là qui est difficile, puis d'amener une anecdote savoureuse, une anecdote qui va être du jus, du punch, puis qui va susciter de la part de l'apprenant une nouvelle passion. Je vais te donner un exemple. Moi, il y avait un prof qui m'avait appris que le savon ivory, c'était une erreur d'un scientifique dans la bassine qui brassait le savon. Tu sais, tous les savons ivory coulaient dans le fond, sauf à Philadelphie. Pourquoi? Parce que l'usine est partie en pause. Puis le gars qui était supposé d'arrêter la machine, il est parti en pause sans l'arrêter. Fait qu'est-ce que ça a fait? Ça a battu de l'air dans la pâte à savon. Et ce que ça a fait, ça a rendu des petites bulles d'air microscopiques dans le bord de savon. Fait que là, ce qu'ils ont fait, c'est quand ils sont revenus de leur break, ils ont bien vu ça, fait qu'ils ont dit « Hey, faut arrêter la machine ». Ils ont arrêté la machine, ils ont dit « Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette pâte-là? »« Hey, on va la mettre dans des barres de savon. » Ils l'ont mis dans les barres de savon, ils ont envoyé ça, et la ville qui l'a reçu, c'est Philadelphie. Alors imagine-toi, la maman, le soir, elle décide de faire prendre le bain avec 7 enfants dans le bain, met tous les enfants dans le bain, pogne la barre de savon, elle met la barre de savon et la barre de savon flotte. Elle se crie à ce moment-là, « Eureka! » Pourquoi? Parce que la barre de savon, je la vois dans la crasse. Et à ce moment-là, ils ont appelé la compagnie, ils ont dit, « Quelle bonne idée! » Et ils ont dit, quoi? C'est parce que notre barre de savon coule? Non, elle flotte. Et là, de découvrir quelque chose comme ça. Mais là, tu vas te dire, mais pourquoi tu me racontes cette histoire-là de barre de savon, tout ça? Est-ce que tu te souviens des lois des gaz? Boyle Marriott. Tu te souviens-tu d'eux autres? Pas d'eux autres. Charles Gay-Lussac. Tu ne te souviens pas d'eux autres, hein? C'est tous des scientifiques qui ont étudié les gaz. Mais moi, ce que j'ai appris, c'est que si tu brasses là-dedans et que tu as des petites bulles de gaz à l'intérieur, bien, si tu augmentes la température, le gaz prend de l'expansion. Tu es d'accord avec moi? Bon, bien là, imagine-toi que le savon t'a permis de faire en sorte que quand tu étais petit, tu as pu manger des Smarties. Tu vas dire, des Smarties, Yannick? Quel est le lien entre la barre de savon et les Smarties? C'est parce que si tu t'y fies, tous les soldats, et là je pars de loin, là, tous les soldats de la Deuxième Guerre mondiale ont été mangés des tablettes de chocolat Lynn. Mais quand ils sont arrivés à la guerre de Corée, là, il faisait trop chaud. Fait que le chocolat fondait. Et pourquoi on donnait du chocolat aux militaires? Parce que ça contenait de la phényléthylalanine, qui est un précurseur qui est dans notre cerveau, qui nous aide à avoir la molécule du bonheur. Donc, on donnait du chocolat pour permettre aux soldats de se calmer pendant un stress. OK? Tu vas voir le lien. Quand ils ont fait de la guerre de Corée, le chocolat Lynn fondait dans le pack-sac du soldat. Fait qu'on a décidé d'encapsuler le chocolat avec une capsule de sucre. On a inventé les M&M's et les Smarties. Le problème, c'est qu'ils éclataient quand quand il faisait plus chaud parce que le gaz qui était à l'intérieur prenait de l'expansion. Puis le chocolat se mettait à fondre. Sauf qu'ils ont découvert qu'en battant le chocolat, on pouvait mettre de l'air dedans et faire en sorte que les petites bulles peuvent prendre de l'expansion et pas en prendre. Et à ce moment-là, jamais la petite coquille va éclater et tu pouvais donner ta ration de chocolat à tes soldats. Pourquoi je te compte ça? Parce que si tu racontes des histoires comme ça à tes jeunes étudiants, puis tu leur montres que ce qu'ils apprennent, qui est difficile à comprendre, une théorie, une notion, quelque chose comme ça, et que tu leur amènes une histoire dans laquelle ils peuvent comprendre pourquoi ils apprennent ça, je te jure, la passion est là et l'intérêt est vite arrivé. Voilà. Wow, c'est génial. Super, super, merci. Ça fait plaisir. Hey, je regarde ça. On a le temps pour au moins 2 questions. Oui, on y va pour 2. Parfait, parfait. Ben moi, personnellement, c'est à cause de YouTube beaucoup que j'ai découvert la science, vraiment, là, un peu le fondement de la matière et les points de vue un peu que vous apportez. C'est vraiment ça qu'on apprend à comprendre, le niveau fondamental, vraiment plus poussé à la transformation. Je ne sais pas si vous connaissez un peu les créateurs YouTubeurs, là, les Veritasium, Vsauce. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Est-ce que vous pensez qu'ils apportent quelque chose Oui. dans les... Oui? C'est sûr. Premièrement, ils sont beaucoup plus libres que dans une émission de télévision. Ils n'ont pas besoin d'apprendre un texte. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent aussi, ils peuvent faire le montage qu'ils veulent aussi. Par contre, il faut vérifier les sources. Quand tu reçois un YouTuber, ce n'est pas nécessairement la vérité absolue. C'est une opinion souvent qui est véhiculée. Donc, il faut que tu sois critique face à ça. Mais je dois avouer qu'avec
je dirais, l'international. C'est très intéressant d'avoir des YouTubeurs qui sont aussi intéressants que ceux que tu as nommés. Là, je pensais à ton Space Time que j'ai beaucoup aimé. Oui. Mais tu vois, moi aussi, j'en fais des petites vidéos, mais pour les enfants. Fait que j'ai aussi une chaîne YouTube dans laquelle on peut voir les débrouillards faire des expériences avec du matériel qu'il y a à la maison. Et ça a un intérêt vraiment parce qu'on s'aperçoit qu'il y en a plein. Il y en a en anglais, il y en a en chinois, il y en a en français. Et oui, ça a de l'influence. Mais moi, ce qui m'a influencé, c'est la lecture. Moi, je lis beaucoup. J'adore les livres. Je suis un livromania. C'est ça. Ah, c'est bon. Voilà. Super. Belle réponse, Dernière. merci. Une petite dernière. Oui, OK, parfait. Dans le fond, oh, c'est une grosse. On célèbre cette année le 1800e anniversaire. Non, le 150e anniversaire du temps. Oui, je me suis trompé dans mes dates. Oui, Ça fait 1879. 150 ans que le tableau périodique a été découvert par Dimitri Mendeleïev. Ouais. Et j'aimerais parler un peu de son impact sur le monde. Parce que je m'intéresse beaucoup à la situation énergétique moderne. Mhm. Je constate que nos modèles de batterie ne semblent pas correspondre aux attentes énergétiques de la population. Donc, aussi, il y a un impact aussi aux batteries de lithium qu'on retrouve dans nos téléphones cellulaires et qu'on accumule par millions. Donc, ça a un impact, ça devient de plus en plus alarmant. Avec vos connaissances du tableau périodique, croyez-vous qu'il existe des éléments qui pourraient constituer nos batteries du futur? Bon, nos batteries du futur, c'est sûr, mais le problème, c'est la rareté. Le lithium, c'est le 3e élément du tableau périodique, ce qui veut dire qu'il est quand même en grande abondance sur Terre. C'est un élément qui est quand même assez léger. As-tu déjà vu des usines de lithium? C'est assez impressionnant. Les gros marécages. Les gros marécages jaunes de lithium dans lesquels on fait exactement comme le sel. On fait évaporer l'eau pour aller chercher le lithium qui est dans le sol. On inonde des grandes superficies pour ensuite de ça bioaccumuler tous ces éléments-là et en faire ta batterie de lithium. Le lithium, c'en est un bon modèle. Mais ce que tu sais, par contre, avec l'avancement que Dimitri Ivanovitch Mendeleïev a fait, c'est qu'il a développé un tableau périodique avec 65 éléments. Maintenant, on est rendu à 118 éléments. Et on les a classés par catégorie, par grande famille, comme tu les connais sûrement, les alcalins, les alcalino-terreux, les halogènes et les gaz inertes. Ceux qui nous intéressent, ce sont ceux de la première famille, donc les alcalins. Fait que si je regarde dans les alcalins, l'hydrogène, on l'oublie, il y a une catégorie à part. On a le lithium, le sodium, le potassium, le rubidium, le césium, le francium. Le francium, on n'a pas assez sur Terre pour qu'on puisse en parler et c'est radioactif, donc tu ne voudrais pas te mettre un élément radioactif sur la tête. Le césium, c'est aussi quelque chose qui est très rare, le 55e élément du tableau périodique. Le rubidium, peut-être, le sodium, peut-être, mais ce ne sont pas des éléments qui, même s'ils sont dans la bonne catégorie, permettent de miniaturiser le tout. Donc, il y a des cristaux qu'il faut comprendre que à un moment donné, on va être en pénurie de ces matières-là. Et il faut faire attention avec ce qu'on fait avec nos téléphones à la fin. Les faire recycler, c'est pas évident parce qu'il faut que tu ailles chercher chacun des minéraux qui sont à l'intérieur de ton téléphone. Tu as beaucoup de terres rares. Et quand on dit terres rares, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'y en a pas beaucoup sur la surface de la Terre. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de pays qui ne veulent pas en produire parce que justement, c'est extrêmement polluant. Donc, il y a en ce moment la Chine qui permet d'être peut-être la solution à ton problème parce qu'eux ont décidé de dire, nous, on va l'exploiter, les terres rares. Et les Chinois, ils ont une politique un petit peu environnementale qui est différente des nôtres. Donc, ça ne leur dérange pas trop d'aller chercher ces minéraux-là, d'où la raison pour laquelle on les appelle les terres rares. Fait que, oui, il y a un avenir. Et il y en a beaucoup dans le sol, mais c'est de savoir l'impact écologique et environnemental que tu vas avoir quand tu vas décider de sortir ces minéraux-là du sol pour pouvoir empêcher d'avoir le lithium qui, lui, soit dit en passant, est beaucoup plus facile à sortir qu'on le pense. Les autres, il faut procéder par des transferts énergétiques qui sont très élevés. Il faut faire des séparations en envoyant des grandes quantités d'acide à l'intérieur. Ça peut acidifier les lacs, les forêts, etc., l'environnement, l'air qu'on respire. Donc, l'idéal, c'est que chacun des téléphones cellulaires, gardez-les le plus longtemps possible, puis ayez des upgrades dedans qui nous permettent de les modifier. Mais ça, c'est le problème. La nouvelle technologie égale nouveauté, tout de suite, go, je le veux. Puis l'ancien, ben, même s'il est encore fonctionnel, on le met souvent aux poubelles. Puis même les compagnies décident de mettre des logiciels dedans qui pourrissent évidemment le fonctionnement de ces appareils-là. Donc, c'est vraiment un enjeu environnemental et social qu'il va falloir se poser comme société. Merci beaucoup, Yannick. C'est tout le temps qu'on avait. Mais on conclut de ça que c'est important, la consommation responsable. Hein? Il ne faut pas exagérer avec nos cellulaires. Et puis, si vous voulez entendre encore plus de Yannick, je vous invite tous à aller à l'auditorium à 14h. On vous attend pour la conférence « La magie de la chimie ». Merci beaucoup, tout le monde. Hey, merci. Merci beaucoup.